Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifangui, la Kunzong, et aujourd'hui je vais essayer de vous donner un autre aperçu sur la République populaire de Chine et les liens de notre religion avec le Parti communiste chinois. Comme vous savez, l'époque de la révolution culturelle elle est extrêmement loin. Le Parti communiste chinois a financé plus d'une vingtaine d'universités bouddhistes en Chine. Nous avons 1700 tulkus en Chine et au total de 250 000 à 300 000 moines, toute école du bouddhisme confondue. Chefe de Estado chinês à região desde 1990 e depois Lhasa, capital regional. A visita foi uma comemoração. L'université du bouddhisme et ses toits en pagode semblent avoir toujours été là. Mais le bâtiment date de 2011. En moins de journalistes étrangers, alors devant les caméras, ces futurs moines redoublent d'ardeur. Quelques minutes d'échauffement, puis c'est le match de foot. Ici, à part le football, 900 élèves apprennent le chinois, l'anglais et les préceptes du bouddhisme tibétain. Inutile pour autant de chercher le portrait du Dalai Lama. Toutes nos vies heureuses viennent de la direction centrale du Parti communiste. Sans le Parti communiste chinois, il n'y aurait pas eu cette école bouddhiste. La majorité des moines sont reconnaissants envers le parti de tout leur cœur. Donc le bouddhisme prêche le patriotisme. Quand on est bouddhiste, on aime sa patrie, c'est-à-dire la terre de ses pères, et on fait ce qu'il faut pour en faire une terre de vertu. En tout cas, c'est ce qu'apprennent nos jeunes moines dans les monastères. Ils ont bien entendu tous les cours du bouddhisme traditionnel, plus un cours de conscientisation politique aux avantages de gouverner ensemble. Ça s'appelle la synarchie. Gouverner ensemble, ça s'appelle la synarchie, gouverner ensemble dans l'intérêt de tous, en ne laissant pas des fascistes prennent le pouvoir et imposer une idolâtrie nationale, ou laisser des capitalistes pourris, rétrogrades et décadents, remplis de drogue et de prostituées, faire un maximum de fric en jetant toute une partie de la population dans la pauvreté. Alors il est vrai que dans les monastères bouddhistes, on vit selon les idéaux du communisme depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on sert d'abord en premier les plus jeunes, en commençant par les jeunes filles, et puis il n'y a pas de propriété privée des moyens de production, il n'y a pas d'État, et puis il n'y a pas de caste. Tout le monde est à égalité dans un monastère bouddhiste, les plus anciens étant au service des plus jeunes. Évidemment, la politique du Parti communiste chinois, c'est une politique qui est plutôt une politique d'économie mixte dirigée par le socialisme, c'est-à-dire que l'État fixe le cadre et l'épargne privée est dirigée en fonction des grands plans de développement qui sont fixés par le Parti communiste chinois. Alors ces dernières années, on a assisté à la fin de la grande politique industrielle pour des hautes technologies et une revalorisation de l'environnement. Tout a été absolument nettoyé, le système d'adduction d'eau dans toute la Chine a été terminé avec un système de grands barrages. La navigation est possible pratiquement partout, les personnes qui ont été expropriées ont été indemnisées. Il y a un très très grand développement de l'écologie, le désert de Gobi est en train d'être replanté d'arbres, c'est ce qu'on appelle la grande barrière verte. Et il y a des millions et des millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté, en particulier dans la province autonome du Tibet et la province autonome du Xinjiang, où on a accès très facilement au crédit, au développement. J'ai en tête par exemple une région où il y a des beunes en altitude, le parti a payé un ascenseur qui monte du bas de la vallée jusqu'en haut. Il y a aussi plein d'exemples que j'avais mis en ligne de groupes d'indigènes dans différentes provinces des ethnies minoritaires où il n'y a pas de limitation en matière d'enfants, où il y a une très forte promotion de la culture. Si vous êtes déjà allé à Beijing, vous savez qu'il y a un grand parc où on retrouve l'intégralité de la cinquantaine d'ethnies chinoises avec leur patrimoine culturel. Fidèle à sa politique, le Parti communiste valorise tout ce qui est lié à la culture populaire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une élite en Chine. Il y a une élite. Elle se fait dans le cadre des formations du Parti communiste chinois avec ses différentes sensibilités politiques. Il reste que la Chine reste face à un très grand défi maintenant. Elle qui est une puissance tranquille, c'est de valoriser ces idées du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme qui font de la Chine non pas une puissance militaire agressive qui va être le gendarme du monde, mais une puissance économique
pacifique qui tend la main à travers le système des routes de la soie pour interconnecter le monde dans un vaste réseau de routes et dans le futur sans doute de trains à haute vitesse sous tube, dans des tubes sous vide, ce qui permettrait de faire Paris-Pékin en 1h30. Face à ce système-là, eh bien, on a le système militaro-industriel américain qui a rien à proposer que la guerre et toujours l'enrichissement des plus riches, voire un génocide à échelle mondiale. Alors, tant qu'à faire, eh bien, autant en tant que bouddhiste se tourner du bon côté, du côté qui est favorable au dharma, favorable au bien-être, et vous l'avez deviné, mon choix s'est fait depuis longtemps en faveur du Parti des travailleurs ici au Brésil et du Parti communiste chinois en Chine. Voilà, je tenais à faire cet éclaircissement et surtout pour vous donner une autre idée de la Chine, une autre idée du bouddhisme en Chine et une autre idée de ce qui se passe ici au Brésil avec le président Luiz Inácio Lula da Silva. À très bientôt, ciao. Je sens que les conspires vont me tuer, mais c'est pas grave, je suis habitué.